La vie d'Élodie et de sa fille Chloé se déroule donc dans cette douceur alsacienne, rythmée par l'école, les promenades dans les vignobles et les histoires lues le soir. Au début, Élodie met les affirmations de Chloé sur le compte de ce que tous les parents connaissent bien, l'imagination fertile des enfants. Une petite fille qui se voit dans une vieille photo de sa mère, quoi de plus normal? C'est un jeu, un désir de ressemblance, une façon de se connecter à celle qu'elle aime le plus au monde. Elle décide de ne pas y prêter plus d'attention, de laisser passer ce qui lui semble être une fantaisie passagère. Mais les incidents, loin de s'estomper, vont se multiplier et prendre une tournure de plus en plus troublante, de plus en plus précise. Quelques jours plus tard, alors qu'elle prépare le dîner, Élodie évoque son père, le grand-père de Chloé. Elle parle de sa gentillesse, de sa passion pour le jardinage. Chloé, tout en dessinant sur une feuille de papier, lève la tête et dit avec un naturel désarmant « Papy, c'était mon petit soldat ». Le couteau qu'Élodie tenait s'immobilise au-dessus de la planche à découper. Un frisson glacial parcourt son échine, une sensation de froid intense qui n'a rien à voir avec la température de la cuisine. « Mon petit soldat ». Ces trois mots résonnent en elle avec une force dévastatrice. C'était le surnom affectueux, secret, que seule sa mère, Madeleine, utilisait pour parler de son mari. Un terme d'une intimité absolue, né de leurs histoires personnelles, de leur jeunesse. Élodie est formelle, catégorique. Elle n'a jamais, au grand jamais, prononcé ces mots devant sa fille. C'était un souvenir enfoui, une perle de mémoire appartenant au couple de ses parents, un secret qu'elle gardait précieusement dans son cœur. Comment Chloé, à 6 ans, pouvait-elle connaître cette expression si intime, si personnelle? La question reste suspendue dans l'air, sans réponse. La première fissure dans la réalité d'Élodie vient de s'ouvrir. La deuxième ne tarde pas à apparaître, une semaine plus tard, et celle-ci sera matérielle, presque palpable. Chloé joue dans sa chambre, construisant un château avec des cubes en bois. Soudain, elle s'arrête et se tourne vers sa mère, qui lit un livre dans le salon. « Maman, où est la boîte avec la danseuse qui tourne ?» Élodie fronce les sourcils, ne voyant pas de quoi sa fille parle. Chloé insiste et se met à décrire l'objet avec une précision déconcertante. Elle parle d'une petite boîte à musique en bois sombre, ornée d'une ballerine en porcelaine. Puis elle ajoute un détail qui fait tout basculer. Elle a un petit bout cassé sur le pied, là où elle est collée. Elle pointe son propre pied pour mimer l'endroit. Puis elle ajoute, comme si c'était une évidence, « Madeleine l'a cachée tout en haut dans le grenier pour que personne ne la casse ». Le prénom Madeleine, prononcé par sa fille pour désigner sa propre grand-mère, achève de glacer Élodie. Poussée par une curiosité qui se mêle désormais à une angoisse grandissante, elle pose son livre. Elle monte l'escalier qui grince, celui qui mène au grenier. La porte est lourde, l'air est chargé de l'odeur du bois ancien et de la poussière. Derrière une pile de vieux draps, dans une malle en osier qu'elle n'a pas ouverte depuis le décès de sa mère des années auparavant, elle la trouve. La boîte à musique est là. En l'ouvrant, une mélodie fragile s'élève, un peu fausse à cause du temps. Et la ballerine, en tournant, révèle son secret. Un minuscule éclat sur le socle en porcelaine, exactement là où sa fille de 6 ans l'avait décrit. La fine couche de poussière qui recouvre la malle confirme qu'elle n'a pas été touchée depuis une éternité. Ce n'est plus de l'imagination, c'est impossible. Le troisième signe, celui qui convaincra définitivement Élodie qu'elle doit chercher de l'aide, est auditif. Un soir, en couchant Chloé, elle entend sa fille fredonner une mélodie. Ce n'est pas une comptine apprise à l'école, ni une chanson entendue à la radio. C'est une berceuse en alsacien, une mélodie douce et ancienne, presque oubliée. Le cœur d'Élodie manque un battement. C'était la chanson que sa propre mère, Madeleine, lui chantait pour l'endormir quand elle était enfant. Une chanson du terroir, transmise de mère en fille, que personne d'autre dans leur entourage ne connaissait. Élodie ne l'a pas entendue, et encore moins chantée, depuis la mort de sa mère. Confrontée à ces trois faits impossibles, un surnom secret, un objet caché et une chanson oubliée, Élodie comprend que la situation la dépasse complètement. L'idée d'une simple coïncidence est balayée. Elle doit comprendre ce qui se passe dans la tête de sa fille. C'est ainsi qu'elle prend une décision difficile, mais nécessaire, contacter une spécialiste. Ses recherches l'amènent au docteur Agnès Dubois, une psychologue pour enfants reconnue à Strasbourg, réputée pour son approche à la fois bienveillante et rigoureusement scientifique. Lors du premier rendez-vous,
Élodie, la voix tremblante, raconte les événements des dernières semaines. Le docteur Dubois l'écoute avec attention, sans la juger, mais son visage reste empreint d'un scepticisme professionnel. Elle évoque avec douceur une hypothèse rationnelle, la cryptomnésie. Elle explique qu'il s'agit d'un phénomène de mémoire où une personne se souvient d'une information sans se souvenir de la source de cette information. Des bribes de conversations entendues, des images vues rapidement. L'enfant aurait pu enregistrer ces détails inconsciemment et les restituer plus tard en ayant l'impression qu'il s'agit d'une connaissance innée. Cette explication, bien que logique, ne suffit pas à apaiser Élodie. Au fond d'elle, une intuition persiste. Les détails sont trop précis, trop personnels, pour n'être que des échos de conversations oubliées. Elle accepte néanmoins la proposition du docteur Dubois de poursuivre les entretiens. Les séances suivantes sont donc enregistrées, avec l'accord d'Élodie, afin d'analyser les mots de Chloé sans le filtre de l'émotion maternelle. La psychologue, avec une infinie patience, crée un espace de jeu et de confiance pour la petite fille. Durant une de ces séances, le docteur Dubois pose une question simple et ouverte. « Chloé, parle-moi un peu de quand tu étais grande. » La petite fille, qui colorie un dessin, ne lève même pas les yeux. Sans la moindre hésitation, d'une voix claire et posée, elle répond « C'était avant, le 14 mars 1988 ». Le docteur Dubois note la date sur son carnet, son visage restant parfaitement neutre. Mais à côté, Élodie sent son sang se glacer une nouvelle fois. Retenez bien cette date, car elle va devenir le fil conducteur de toute cette affaire, la clé qui ouvrira la première porte d'un passé que tout le monde croyait scellé. Pour Élodie, cette date ne signifie absolument rien. Ce n'est ni un anniversaire, ni une date commémorative, ni un événement familial connu. Elle interroge son père, ses oncles, ses tantes. Personne ne se souvient de quoi que ce soit de particulier lié au 14 mars 1988. Le mystère s'épaissit. La date, si précise, si affirmée, semble sortir de nulle part. La théorie de la cryptomnésie commence à se fissurer sérieusement. Comment un enfant pourrait-il entendre et retenir une date aussi spécifique et anodine? Poussée par une nécessité de comprendre qui tourne à l'obsession, Élodie décide de ne plus attendre les réponses des autres, mais de les chercher elle-même. Son enquête la ramène dans le grenier de la maison familiale. Non pas pour chercher des objets cette fois, mais des papiers. Dans une vieille boîte en carton, sous des piles de fiches de paye et de factures jaunies, elle trouve une chemise contenant les documents administratifs de ses parents. Elle passe des heures à trier, le cœur battant à chaque page tournée. Et puis, elle le trouve. Un document à en-tête des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il s'agit d'un compte-rendu d'admission aux urgences pour sa mère, Madeleine. La date, inscrite en haut à droite, lui coupe le souffle. 14 mars 1988. Le rapport décrit un accident de voiture sans gravité apparente. Sa mère, Madeleine, aurait perdu le contrôle de son véhicule sur une route départementale et terminé sa course dans un fossé. Quelques contusions, une grosse frayeur, mais rien de plus. Élodie est sur le point de refermer le dossier, presque déçue de trouver une explication si banale, quand détail la fait s'arrêter net. Le lieu de l'accident est décrit avec précision, un carrefour spécifique à la sortie d'un petit village voisin. Un carrefour que Chloé avait dessiné quelques jours plus tôt sur une feuille de papier en disant simplement que c'était un mauvais endroit. La coïncidence est trop énorme pour être ignorée. Et c'est là que la première véritable revirement de cette histoire survient. En lisant la suite du rapport, une ligne, une simple mention administrative fait basculer toute la perception d'Élodie. Le rapport mentionne la présence d'un passager aux côtés de Madeleine. Il est décrit comme une jeune femme non identifiée, qui, selon le témoignage d'un agriculteur arrivé le premier sur les lieux, aurait quitté la scène de l'accident avant l'arrivée de la gendarmerie, visiblement indemne mais secouée. Élodie relit la phrase 10 fois. Une jeune femme non identifiée. Dans toute l'histoire familiale, on lui a toujours dit que sa mère était seule ce jour-là. Le mystère vient de changer de visage. La question n'est plus de savoir si Chloé est la réincarnation de sa grand-mère. La question est, qui était cette femme mystérieuse dans la voiture? Et pourquoi sa mère a-t-elle caché sa présence toute sa vie? Chloé ne détient peut-être pas les souvenirs de sa grand-mère, mais elle semble détenir, d'une manière ou d'une autre, la clé d'un secret que Madeleine emportait dans sa tombe.
Pour en savoir plus, une simple boîte en carton ne suffit plus. Il faut des archives officielles, des registres publics. Élodie comprend qu'elle doit changer de méthode. Sa quête personnelle se transforme en une véritable enquête. Elle prend rendez-vous aux archives départementales du Haut-Rhin à Colmar. Avec le compte-rendu d'accident en main, elle espère trouver le rapport de gendarmerie complet ou peut-être un témoignage qui pourrait enfin mettre un nom sur ce passager fantôme. C'est là qu'elle rencontre Monsieur Pierre Fournier, un archiviste méticuleux et passionné, un homme habitué à faire parler les vieux papiers. En lui exposant la situation, Élodie sent pour la première fois qu'elle n'est plus seule face à ce puzzle. L'enquête prend une nouvelle dimension, plus factuelle, plus rigoureuse, loin des souvenirs troublants d'une enfant de 6 ans. Mais ce qu'il s'apprête à découvrir va bien au-delà de l'identité d'une simple passagère. Ensemble, dans le silence feutré de la salle de lecture, ils se plongent d'abord dans les rapports de gendarmerie de mars 1988. Mais la piste est une impasse. Le rapport est laconique, il ne mentionne aucun passager et l'affaire a été rapidement classée comme un simple accident matériel. Élodie sent le découragement la gagner. C'est alors que Monsieur Fournier, avec le calme de celui qui a vu des milliers d'histoires dormir dans des boîtes, a une idée. Il suggère de changer complètement d'angle. Parfois, madame, pour comprendre un événement, il ne faut pas regarder l'événement lui-même, mais la vie des gens à cette époque. Il propose de consulter non pas les archives de l'accident, mais les registres d'état civil de la maternité de Strasbourg autour de la date de naissance d'Élodie. C'est ici que survient la deuxième et principale reviravolta, celle qui va redéfinir non seulement l'enquête, mais la vie entière d'Élodie. L'archiviste revient avec un grand et lourd registre. Il le pose délicatement sur la table, ses pages épaisses exhalant une odeur de temps et de secret. Il parcourt les lignes manuscrites avec un doigt expert, cherchant la date de naissance d'Élodie. Il la trouve. Son doigt s'arrête. Un silence s'installe, un silence plus lourd que celui de la bibliothèque. L'homme lève les yeux vers Élodie. Son expression a changé. Il y a de la surprise, mais aussi une infinie précaution. Sans un mot, il tourne le registre vers elle. Et là, sous ses yeux, la vérité éclate, noir sur blanc. Le jour de sa naissance, sa mère, Madeleine, n'a pas accouché d'un seul enfant, mais de 2. Élodie avait une sœur jumelle identique. Les registres sont formels, implacables. Ils montrent que cette sœur, également prénommée Madeleine selon une vieille tradition familiale qui voulait que l'on donne le prénom d'un parent à l'un des enfants, a été confiée à l'adoption via une procédure privée et confidentielle, quelques jours seulement après sa naissance. Le souffle coupé, Élodie pose une main tremblante sur la page, comme pour s'assurer que les mots sont réels. Elle n'est pas fille unique, elle a une sœur, un double parfait quelque part dans le monde. Imaginez le choc. Toute sa vie, son identité, construite sur l'idée d'être seule, s'effondre en un instant. La ressemblance troublante de Chloé avec les photos de sa mère-enfant prend alors un tout autre sens, une signification à la fois simple et bouleversante. Chloé n'est pas le double de sa mère au sens surnaturel du terme. Elle est la copie génétique de 2 femmes qui sont elles-mêmes des copies parfaites, sa mère, Élodie, et sa tante inconnue, Madeleine. Cette révélation explique le physique, la ressemblance qui avait mis le feu aux poudres. Mais elle ne résout pas le mystère des souvenirs. Comment Chloé pouvait-elle connaître le surnom secret de son grand-père, l'emplacement de la boîte à musique, la berceuse oubliée? La question n'est plus de savoir si Chloé est la réincarnation de quelqu'un, mais de comprendre comment des fragments aussi intimes de la vie de sa grand-mère ont pu lui parvenir. La promesse du début demeure plus pertinente que jamais. La réponse finale est toujours là, quelque part dans ce dossier médical de 1988. Nous arrivons maintenant au dénouement. Avec cette nouvelle connaissance, Élodie et l'archiviste examinent à nouveau le rapport d'accident du 14 mars 1988. Le document semble différent, éclairé par une lumière nouvelle. Cette jeune femme non identifiée qui accompagnait la grand-mère, Madeleine, Élodie comprend, avec une certitude qui lui noue la gorge, que cela ne pouvait être que sa fille retrouvée, sa sœur jumelle. Et c'est là, en manipulant le vieux rapport, que se produit le paiement de notre promesse, le détail que personne, absolument personne n'attendait. Glissée entre 2 pages du rapport médical, une petite note manuscrite, pliée en 4 et jaunie par les décennies, tombe sur la table. Le cœur battant, Élodie la déplie.
L'écriture est celle de sa mère. La lettre est adressée à son mari, le grand-père de Chloé. Dans ces quelques lignes, Madeleine avoue tout. Elle explique avoir retrouvé sa seconde fille, son autre Madeleine, quelques semaines plus tôt. Elle raconte que c'était bien elle qui se trouvait dans la voiture le jour de l'accident. Elle y décrit sa peur panique, sa confusion totale, ne sachant comment annoncer au reste de la famille qu'elle avait eu un autre enfant, un enfant qu'elle avait abandonné 30 ans plus tôt. L'accident n'était qu'un catalyseur de cette angoisse. Les souvenirs de Chloé n'étaient donc pas paranormaux, ils n'étaient pas des messages de l'au-delà. Ils étaient probablement des fragments de conversation, des histoires chuchotées entre une mère et sa fille retrouvée, entre sa grand-mère Madeleine et sa tante Madeleine. Des conversations qu'Élodie, alors simple enfant dans la même maison, a pu entendre sans les comprendre, des souvenirs enfouis dans son propre subconscient qui ont refait surface bien des années plus tard à travers les récits inconscients qu'elle faisait à sa propre fille et l'intuition extraordinaire d'une enfant de 6 ans. Pour protéger leur vie privée, les noms de la famille ont été modifiés. L'histoire de Chloé n'est pas celle d'un double fantomatique, mais celle, bien plus poignante et bien plus humaine, d'un secret de famille et de la quête d'une sœur jumelle perdue. Une quête qui, grâce aux mots d'une petite fille de 6 ans, ne fait que commencer. Ces histoires où la mémoire innocente des enfants ouvre des portes que les adultes pensaient fermées à jamais sont absolument fascinantes. Dans notre prochaine enquête, nous nous pencherons sur le cas d'un jeune garçon qui se souvenait avec une précision déconcertante d'un métier qu'il n'avait jamais appris et dont les compétences ont permis de résoudre une énigme vieille de 50 ans. Mais avant de nous plonger dans cette prochaine énigme, prenons un instant pour considérer ce que l'histoire d'Élodie et Chloé nous enseigne réellement. Elle ne parle pas de fantômes ni de monde parallèle. Elle nous rappelle que les secrets de famille ne meurent jamais vraiment. Ils dorment, parfois pendant des décennies, dans le silence d'un grenier ou entre les pages d'un vieux dossier, attendant qu'une main innocente ou une parole inattendue vienne les réveiller. La mémoire, comme le démontre cette affaire, n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective, un héritage invisible qui se transmet de manière souterraine. Les non-dits, les chagrins tus, les joies cachées, tout cela laisse une empreinte, une énergie que les générations suivantes peuvent parfois capter sans même savoir pourquoi. La petite Chloé n'était pas un médium, elle était simplement une enfant profondément connectée à l'histoire émotionnelle de sa famille, une éponge sensible aux échos du passé. Combien de photographies dans nos propres albums cachent des histoires que nous ne soupçonnons pas? Combien de silences de nos aînés étaient en réalité des récits attendant simplement la bonne personne ou peut-être la bonne question pour être révélés? L'histoire d'Élodie est un appel à l'écoute, à la curiosité bienveillante envers notre propre passé. Elle nous prouve que les archives les plus importantes ne sont pas toujours celles de l'état civil, mais celles qui sont gravées dans le cœur des gens. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires, sans donner de détails personnels bien sûr, si une histoire comme celle-ci vous fait penser à des mystères non résolus dans votre propre famille. Le dialogue est souvent le premier pas vers la compréhension. Si ces enquêtes sur la mémoire et les secrets qui façonnent nos vies vous intéressent, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits qui sont toujours basés sur des faits documentés. Pensez également à activer la cloche pour être prévenu de leur sortie. Chaque histoire est une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand, celui de la complexité humaine. Merci de votre attention et de votre fidélité, car parfois la vérité n'a pas besoin d'être cherchée avec acharnement, elle a seulement besoin d'être écoutée, même et surtout lorsqu'elle vient de la voix d'un enfant.